Au cœur de la mêlée, le magazine sur Sud Radio pour débriefer de l'actualité chaude, celle du Top 14, la troisième journée que l'on vient de vivre depuis 14h30 dans cet après-midi sur Sud Radio. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour participer au débat et à l'analyse avec nos consultants, Yoann Huget, Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Oui, j'attendais un jingle, le jingle est le lundi. Bref, le lundi, les vraies voix du rugby. Après, on peut le mettre. Mais non, mais on peut le mettre, mais on l'a pas mis. Allez. Donc voilà. Allez, on le met. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Il est là, le jingle, il est bien. Messieurs, on a répété, on va peut-être rappeler, tiens, Alexandre, les résultats pour ceux qui n'étaient pas là juste avant la prise d'antenne de cette de cette émission. Rappeler quand même les belles victoires de La Rochelle, de Castres et de Clermont, parce que ce sont des victoires bonifiées. Exactement, La Rochelle qui s'est imposée 49-25 face à la section paloise du côté de Marcel de Flandre, 8 essais à 3, donc le bonus offensif. Le succès aussi bonifié de Castres face à Perpignan, 3 essais à 0, 27-12, et de Clermont face à Bayonne, 4 essais à 1, 26-10 au tableau d'affichage à la fin du match. Et puis la première victoire historique en top 14 pour Vannes face à Lyon, 3 essais à 2, 30-20 à la Rabine. Et puis plus tôt dans la journée, eh bien Toulouse s'est imposé au GGL Stadium, 2 essais à 1, 20-11, 2 essais inscrits par Thomas Ramos et Ange Capozzo contre un essai inscrit par Léo Colli. Voilà pour le classement, enfin en tout cas les résultats. Le classement, juste quand même, je sais pas si tu l'as rappelé, mais Toulouse est bien leader et Clermont et Castres sont dans sa roue. Exactement, avec 10 points. 4e, La Rochelle, 9 points. 5e, 8 unités. 6e, l'UBB, mais évidemment avec un match en retard ce soir face au Racing. Et les deux ont le même nombre de points. Ce sera à suivre avec Nicolas Delage et Nance du Q1 tout à l'heure à 21h. Et puis suivent à 5 points Montpellier, Toulon, Pau. Le Stade Français 11e et 4 points. Bayonne 12e avec 4 points aussi, mais avec un match en avance face au Stade Français Paris. Et puis Vannes est avant-dernier. Non, plus maintenant. Vannes, le classement n'est pas encore mis à jour. Vannes a désormais 5 points. Et c'est surtout Perpignan, 0 victoire et 4 défaites. 0 victoire et 3 défaites, en 3 journées. Un seul point pour l'instant dans la besace. Allez, honneur au promu Vannetais, justement, qui a décroché sa première victoire en top 14. C'est une première historique, Yoann Huget. Vannes l'emporte 30-20 face à Lyon et Vannes l'a mérité. La mérité, clairement, François. Ils ont fait preuve de solidarité en défense. Les Lyonnais qui sont revenus à la 60e à 1 point et ils ont pas, je pensais qu'ils allaient craquer. Et finalement, ils arrivent à s'imposer, à enlever le point de bonus défensif aux Lyonnais. Belle performance à domicile. Ça sera pas évident d'aller gagner à Vannes. Voilà. En plus, même les poteaux, Philippe Spanghero aident les Vannetais, Ouais, même les poteaux, mais c'est vrai que, comme le disait Yoann, au-delà de ça, on sent qu'ils sont mis au diapason complètement de ce top 14, une entrée en matière compliquée contre le grand stade toulousain, et puis au stade français, ils ont gagné en confiance, ils ont compris qu'ils étaient à leur place dans ce championnat, ils sont allés récupérer un point de bonus avec du caractère. Et là, j'étais un peu inquiet pour eux en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il manquait de réalisme sur beaucoup de temps forts dans les zones de marque. Ils prenaient pas les points, je me demandais si c'était la bonne stratégie quand même, puisque en changeant de division, il faut être un peu moins ambitieux dans le jeu, peut-être parfois, mais ça leur a donné raison. Et avec cet essai à la fin qui prive les Lyonnais de bonus, ils ont enfoncé le clou. Voilà, ils sont rentrés de plein pied dans ce championnat, dans ce top 14. Ouais, mais Quentin, toi qui as commenté et suivi ce match pour Sud Radio pendant le multiplex, c'est vrai que l'essai fin de première mi-temps avec la relance un peu kamikaze là, de Nignashvili et l'aide de la mousse du poteau, c'est un peu ça qui remet aussi les Vannetais dans le coup. Ah mais complètement, François, et quand tu parles un petit peu kamikaze, elle est complètement suicidaire cette relance, puisque ça part d'un bon jeu au pied de pression de Maxime Lafage. Nignashvili qui est en couverture, il veut relancer, il fait un travers dans son propre en but, il veut donner son ballon et ça passe, tape le poteau et atterrit directement donc dans les bras de Surano qui n'a plus qu'à conclure cet essai. Et c'est un moment du match important puisque c'est la 35e minute. À ce moment-là, le Loup Rugby est devant au score et c'est ce qui permet aux Vannetais de prendre les devants juste avant la mi-temps. Et les devants, finalement, les Bretons ne l'auront plus lâché. Après, il y avait 13-10 à la mi-temps et puis finalement 30-20 à la fin
du match, mais voilà, ça a été vraiment le tournant du match, cet essai casquette concédé par les Lyonnais. Essai de Rayassi, de Araté côté Vante. Il y a eu 2 essais côté Lyonnais, Taofi Fenua et Méliande. Est-ce que tu as une stat, Alexandre, sur ces Vante, ces promus Vante? Ah bah justement, je rebondis un peu sur ce que disait Philippe. Il parle d'ambition de jeu et je pense que le terme est bon hein, côté RCV, puisqu'on a 7 franchissements aujourd'hui pour Vannes, 175 passes à 116, 12 passes après contact à 10 et seulement, entre guillemets, je mets des guillemets, 12 ballons perdus, mais 22 côté lyonnais. Donc c'est-à-dire que Vannes a réussi à proposer du jeu tout en perdant moins de ballons que le Loup Rugby. Ça commence à donner un petit peu l'indice que cette équipe de Vannes commence à prendre la mesure du top 14 et surtout commence à adapter son jeu au top 14 pour pouvoir le rendre efficace. Johan, tu confirmes ce que nous décrit via les stats Alexandre? On est obligé de confirmer ce que dit Alexandre de toute façon. Donc ça puisse. Toi tu vois qui je suis. Toi on a compris. Non mais il a tout à fait raison. Et on vous parlait d'un tournant du match, mais les Lyonnais ont 40 minutes quand même pour repasser devant. Mais la solidarité vantaise aujourd'hui, elle a été remarquable. Ne serait-ce que même si ça tape le poteau en mousse du rugby, ça tombe dans les bras du Vanté, et il faut être là, il faut être au bon moment. Les dieux du rugby étaient vantés aujourd'hui, mais ils sont allés se la chercher, et ça c'est preuve de caractère d'une équipe qui veut rien lâcher, et je pense qu'il va falloir compter parmi les vantés cette saison. Ouais, en tout cas, la joie du public et la joie aussi du staff et du président Cloarec, là, ça faisait plaisir à voir. Elle est méritée cette première victoire. Autre résultat à souligner, Philippe Spanghero, c'est la victoire bonifiée de Castres aux dépens de Perpignan. Et pourtant, quand on voit la globalité du match, et notamment la première mi-temps, ce n'était pas évident, car jusqu'à peu près la 40e, c'était Perpignan qui menait grâce au neveu de David Ocagne, le jeune numéro 10 Ocagne, qui avait inscrit 12 points, 12-3. Oui, qui a été efficace dans le jeu au pied. Il y avait énormément de vent. Les Castres avaient décidé de jouer contre le vent en première période. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur camp. Ils ont été obligés de tenir les ballons, mais ils ont quand même usé ces Catalans, puisque il y avait 12-3, au final, il y a 25-12, combien, 30-12, je sais plus. 27-12. 27-12, donc, les Perpignanais n'ont plus marqué en deuxième période. Les Castrés ont pris la main sur ce match. Comme d'habitude, un peu à Pierre Fabre, les Castrés ont l'habitude d'être menés au score et de faire des remontadas, mon cher Alex Priam. Mais, mais t'as le droit, maintenant on a le droit de le dire, hein. Pas de problème. Ils sont allés au caractère chercher ce bonus qui fait du bien. Par contre, c'est vrai que il va falloir une réaction du côté catalan, parce que sur le match, cette équipe a pas été ridicule, a tenu son rang, mais malgré tout, c'était une 3e défaite en 3 matchs avec des Catalans qu'on attendait quand même sur une lancée différente depuis leur deuxième partie de saison la saison dernière. Ouais, défaite quand même, la 3e, tu le disais, pour Perpignan, Johan. Philippe disait des défaites, la 3e consécutive. On va dire un seul point depuis le début de la saison. Doit-on s'inquiéter pour cette USAP qui nous avait régalé quand même la saison dernière, dans la deuxième partie de la saison dernière? Ouais, c'est un peu un remake de la saison dernière, comme tu dis, François, avec un mauvais départ aujourd'hui, avec 2 défaites et surtout 3 défaites, et surtout une équipe peut-être en réaction, qui s'y attend d'être au pied du mur, d'être dans une situation compliquée pour se relever avec leur caractère et leur public. Je pense qu'il faut qu'ils retrouvent leur public, qu'ils retrouvent leur valeur. Aujourd'hui, ils ont eu une réception à Béziers, on les sentait pas forcément à domicile. Déplacement à Castres qui n'est jamais évident à gérer, à manœuvrer. Et on sent une équipe qui se cherche encore un peu, qui est dans une forme de jeu, mais pas totalement adhéré par le groupe. Pourtant le cœur y est, hein. Effectivement, il y a une stat moi qui me choque. Si je vous dis le numéro 73, ça vous fait penser à quoi? 73 comme ça. La Savoie ou Maître Galli. Ah oui. Et 73, c'est le nombre de plaquages de la 3e ligne aujourd'hui, titulaire, dont un 32 sur 35 de Van Thunder quand même, 32 plaquages. Faut les faire. C'est jamais bon signe, ça, Alex, hein, tu sais. Ah bah non, c'est pas bon signe, je sais bien. Lucas Verrat il finit à 26 sur 29.
Et Brazo à 15 sur 15. Non mais quand tu plaques autant, ça veut dire que t'y vas, hein, ça c'est clair, y a pas de doute, hein. Mais ça veut dire que tu te subis. Et cette équipe de Perpignan. C'est surtout dire que tu n'as pas le ballon, Alex. Et que quand tu subis, que tu plaques autant de fois pendant un match de top 14, c'est que t'as un manque de maîtrise à l'extérieur qui est assez criant sur la possession. Au total, c'est 226 plaquages à 99. Voilà. Ouais, c'est énorme. Donc ça peut te dire juste ça, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a eu la possession et à partir de là, c'est difficile de gagner un match avec même si c'est des plaquages réussis en étant autant dominé. Philippe. Là, c'est vrai que l'écart, il est quand même très impressionnant. Il s'explique, je le disais, surtout par les conditions climatiques. C'est vrai qu'on a vu que Castres voulait porter le ballon, avait du mal à sortir de son camp en première mi-temps, donc ils ont beaucoup porté le ballon et ils ont moins utilisé le jeu au pied. Donc c'est vrai que ça justifie en partie cet écart, mais c'est vrai que c'est quand même énorme. Ouais. Doit-on s'inquiéter, je le disais, demander à Johan pour l'USAP, doit-on s'inquiéter, Philippe, après ces 3 premières journées? Comme le disait Johan, c'est vrai que la saison dernière, ça a été le même scénario. Juste avant la période de la trêve Coupe du Monde, ils avaient perdu leurs 3 matchs et ils ont été capables de se retrouver. Donc c'est pas complètement inquiétant parce que je le dis sur le fond, dans le caractère collectif, il n'y a pas de signal d'alarme. C'est-à-dire qu'on sent une équipe quand même au caractère, même si cette stade de plaquage montre qu'ils n'ont pas été en maîtrise, ça montre quand même une forme de caractère collectif avec le taux de réussite notamment de la 3e ligne. Donc non, il n'y a pas de grosse inquiétude, mais c'est vrai que on a parlé de la densité de ce top 14, de la guerre que ça allait être autant au premier poste que pour la descente, et donc tous les points coûtent cher. Ouais, les points coûtent cher, effectivement. La différence avec l'an dernier, c'est qu'il y avait eu la coupure Coupe du Monde, mais là, il y a encore 6 journées qui vont s'ajouter et qui vont s'enchaîner quand même avant la trêve européenne et ensuite celle des tests de novembre. La Rochelle qui cartonne 49-25. Ça y est, là, La Rochelle qui avait récupéré des cadres. La Rochelle a cartonné aujourd'hui. Donc, Johan, ça y est, ils sont lancés, ces Rochelais? Oui, ils sont lancés depuis la deuxième mi-temps face à Toulouse. On sent une équipe peut-être en réaction face à Toulouse où ça a été compliqué pour eux en première mi-temps avec des plaquages loupés. Mais quand ils veulent tenir le ballon, quand ils veulent appuyer, avec le retour d'Antonio, de Dulin, ces cadres qui font énormément du bien à ce collectif, on sent une équipe qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son rugby, alors que l'année dernière, elles étaient ça balbutiait un peu leur rugby. On savait pas s'ils voulaient garder leur jeu devant, pénétrant et concasser les équipes adverses. Et aujourd'hui, ils savent très bien où ils vont, avec qui ils y vont et ils font mal. Hein, ils font mal. Cette équipe-là, elle va être redoutable au fur et à mesure des matchs qui arrivent. 8 essais inscrits, Alexandre, dont 3 par un seul homme, Dylan Leeds. Premier triplé en carrière pour Dylan Leeds, donc c'est quand même à noter. 31 essais en 78 titularisations avec La Rochelle, mais Dylan Leeds qui n'a parcouru que 18 mètres ballon en main pour marquer ses 3 essais, ce qui est effectivement extrêmement peu. Bah oui, mais en fait c'est que des jeux au pied où il la réceptionne et dans les 5 mètres avant l'embut et il marque. Donc on lui enlève pas évidemment le crédit, mais c'est rare de marquer 3 essais en faisant que 18 mètres parcourus ballon en main. Ouais, ça fait du bien pour un ailier de marquer comme ça aussi. Hein. Ah bah oui, là t'es tranquille là, tu 6 sur 6 au plaquage, on peut quand même lui donner ça à Dylan Leeds, voilà. Ouais, et en tout cas il aplatit bien, il célèbre bien ses essais, voilà. 2 points noirs quand même, Philippe Swanguero, pour les Rochelais. D'abord la faillite, ou en tout cas en première mi-temps surtout du buteur Reus, voilà, parce que on va dire que l'addition aurait pu être plus lourde en faveur des Rochelais, et puis la blessure grave de Pierre Bourgarit. Oui, de retour de blessure, qui se reblesse juste avant la mi-temps. Là, sur une action, il pouvait pas trop faire autrement. Il y a une torsion, on dirait, de la jambe sur un plaquage, un retour après que Skelton ait passé les bras pour le mettre dans l'avancée. Donc c'est triste pour cette équipe parce que on a vu sur cette première mi-temps à quel point il était bien revenu, à quel point il faisait du bien à ce paquet Rochelais aussi. Et après, pour la défaillance au pied de Reus, j'allais dire, elle pèse pas lourd aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit warning pour la suite, mais en tous les cas, elle est sans incidence. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que disait Johan, même s'ils avaient perdu à Toulouse, on sentait cette équipe rochelaise avoir retrouvé ses certitudes, et c'est confirmé aujourd'hui. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient perdu à domicile contre Pau,
comme plusieurs fois dans la saison, on les sentait fébriles sur la phase régulière. Là, on les sent quand même beaucoup plus sûrs de leur rugby et toujours aussi dominateurs devant. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer de débriefer avec toute l'équipe, avec vous également au 0826 300 300, débriefer cette 3e journée du top 14 qui va se poursuivre ce soir sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, votre attention, François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby au cœur de la mêlée sur Sud Radio pour revenir, pour vivre les émotions rugby, pour revenir sur cette 3e journée du top 14 qui a débuté en début d'après-midi. On l'a vécu en direct en intégralité par la victoire du Stade Toulousain à Montpellier. Pour en parler, bien sûr, l'équipe Sud Radio qui est là toujours bien soudée. Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, tout le monde est là, bien sûr. Les auditeurs 0826 300 300, bien sûr. Et notre invité, c'est Michel Macurdy, ancien joueur et deuxième ligne du... à l'époque, on disait MRC, il me semble, Michel. Maintenant, on dit MHR. Voilà, bon, c'est encore plus vieux. Voilà. Mais bienvenue et salut Michel et merci d'être avec nous. Voilà, tu l'as vécu comment toi ce match? Bien sûr avec ton appli Sud Radio, tu as écouté nos commentaires, ça j'en suis sûr. Mais t'étais où, au stade ou dans ta voiture? Non, j'étais au stade et je l'ai vécu. Après c'est toujours compliqué quand tu reçois à Toulouse, mais voilà, encore une défaite, ça fait 2 défaites à la maison. Du coup c'est dommage pour ce début de saison pour l'équipe de Montpellier. Oui, qui avait fait un bon match la semaine dernière, vraiment qui avait été assez infranchissable face aux Catalans. Johan Huget, j'imagine que tu n'es pas surpris par la prestation toulousaine, mais à la fois, on a l'impression quand même que les Montpelliérains, ils pouvaient essayer longtemps, ça n'aurait pas fonctionné. Johan, t'es d'accord? Oui, exactement. Déjà, quand on commence à la 60e, il y avait déjà 10 fautes. On a senti une équipe montpelliéraine assez empruntée, qui n'avait pas à tenir le ballon plus de 2-3 temps de jeu. Il y avait toujours une maladresse côté montpelliéraine. Et c'est une équipe qui est en reconstruction, faut pas l'oublier, avec un staff qui est nouveau. Faut leur laisser le temps. Alors il y a eu une très belle victoire face à Perpignan où on a senti qu'ils avaient dominé, mais dominé devant, qu'ils avaient pris les Perpignanais devant. Et là, ils sont tombés face à une équipe toulousaine qui se connaît. Alors une équipe toulousaine qui n'a pas été parfaite aujourd'hui, qui a également fait beaucoup de fautes, mais qui a eu une grosse défense, qui a joué parfaitement le coup à l'extérieur. Ouais, Alexandre, peut-être une petite stat pour nous mettre en appétit, pour nourrir un peu notre débat. Ah oui, on peut effectivement évoquer un petit peu cette rencontre. Moi, j'ai noté le bon match de Ange Capozzo aujourd'hui qui a marqué un essai, et puis la prestation un petit peu en demi-teinte de Thomas Ramos. Alors bon, Thomas Ramos était capitaine aujourd'hui. Il se fait un petit peu avoir par la très très belle course d'Auguste Cadeau, une course rentrante où du coup il manque son plaquage. D'ailleurs c'est son seul plaquage manqué, Thomas Ramos dans cette partie. Alors il a beau marquer un essai, il prend quand même un carton jaune à la 78e. Est-ce qu'il a totalement convaincu aujourd'hui au poste de numéro 10? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Eh bien, Philippe Spanghero peut-être, et après Michel Macurdy nous donnera son avis sur Thomas Ramos. Philippe. C'est pas le plus grand match de Thomas Ramos en 10 parce qu'on l'a vu faire de grands matchs, notamment de phase finale, quand il a été amené à remplacer Romain Tamac et il a donné toutes les garanties à ce poste, si bien qu'on s'est même posé la question de savoir si c'était pas lui le meilleur 10 pour l'équipe de France suite à la blessure de Romain Tamac pendant la Coupe du Monde. Donc, je pense que le débat est pas là. C'est vrai que c'est pas son plus grand match et puis il y avait une équipe de Toulouse quand même largement remaniée. C'est là qu'on voit, comme vous le disiez tout à l'heure, on sentait, même s'ils étaient menés à la mi-temps, ces Toulousains qu'ils ont repris la main sur le match en deuxième période et que les Montpelliérains ne trouvaient pas la solution. On sentait des Toulousains très sereins dans leur organisation défensive surtout. Et quand on voit avec ce qu'est capable de faire Toulouse avec cette équipe, encore une fois remaniée aujourd'hui, même s'il y avait une belle équipe, on se dit que la profondeur toulousaine va encore faire des dégâts cette année. Ouais, Michel, sur Ramos. Après c'est un joueur qui est sûr. Il a peut-être pas fait son plus grand match, mais il fait 2-3 bonnes choses qui font que l'équipe il la met en confiance. Mais après moi je voulais revenir aussi sur je pense que la problématique aujourd'hui sur Montpellier c'est le manque d'inefficacité. C'est ce que vous avez dit, moi j'étais au match de Lyon, ils peuvent jouer, faire 10-15 temps de jeu, ils ont du mal à franchir et du coup ils sont inefficaces. S'ils gagnent contre Perpignan, c'est pas sur le côté offensif, ce
sur l'état d'esprit, la défense, et voilà. Du coup, Montpellier, comme vous l'avez dit aussi, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il faut leur laisser un petit peu de temps, mais il va falloir qu'ils soient un peu plus efficaces, parce que sinon, 22 ballons perdus aujourd'hui. Hein. Mais oui, Michel, dans cette équipe là de Montpellier, là, c'est qui le leader, l'identité de cette équipe là sur le terrain? Parce que moi j'ai envie de dire Léo Colli, mais c'est un joueur qui est arrivé il y a 2 ans maintenant. Le capitaine. Est-ce qu'il est déjà assez important en termes d'identité? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense pas. Après, c'est un joueur qui a pas énormément joué depuis qu'il arrive à Montpellier. Aujourd'hui, il fait pas son meilleur match. Après, oui, ça manque de leader. C'est Lenny Nouchi qui est capitaine, mais il a 22 ans. Voilà, il lui faut un petit peu de temps pour arriver à prendre son leadership. J'ai échangé un petit peu avec lui après le match. Il me dit 2-3 fois il va échanger avec l'arbitre. L'arbitre, Lenny Nouchi, c'est pas Thomas Ramos. Quand Thomas Ramos y parle, l'arbitre écoute. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on manque encore de leader au niveau de l'équipe de Montpellier, mais il faut leur laisser un peu de temps. La problématique, c'est que on est en reconstruction, mais il faut gagner, quoi. Parce que t'as beau avoir un bon état d'esprit, si tu gagnes pas, à un moment, tu vas te remettre la tête à l'envers, quoi. Surtout qu'il y a 2 déplacements, je crois, à suivre. Hein. Il me semble, il y a à Clermont et à Bayonne de mémoire. Mais... C'est Bayonne et le Stade Français. Et derrière, tu reçois Vannes. Ouais, d'accord. Du coup, le leader naturel quand même de cette équipe qui n'a pas été épargné par les blessures, c'est Arthur Vincent. On sent qu'il a un peu de mal. Il est sorti à la mi-temps aussi, hein. Donc c'était difficile. C'est avant la mi-temps. Il sort tôt, mais c'est vrai que il fait un KO sur un plaquage, et c'est sûr que ça fait du mal à Montpellier. Mais après, Arthur Vincent, c'est pareil. Je pense que c'est un leader sur le terrain, sur son état d'esprit, mais c'est pas la personne la plus expansive, la plus expressive, et du coup ça manque un petit peu. C'est Mellordome. C'est vrai qu'aujourd'hui à Montpellier, pour l'instant on les a pas encore, quoi, ou ils sont pas encore arrivés à maturité. Mais j'ai l'impression quand même que depuis le titre de 2022, le départ de Guirado et l'arrêt de Fulgence, Ouedraogo, on l'a entendu et on l'entend par l'ancien staff, et les différents staffs qui sont passés depuis. Est-ce que ce nouveau staff, on va dire à coloration montpelliéraine, est-ce qu'il peut justement emmener ce supplément d'âme? Ouais, moi je sais pas si la question est pour moi, mais si, moi, je suis persuadé. En plus, après, en plus j'ai un côté affectif avec ce staff, mais je suis persuadé qu'ils sont capables d'y arriver, mais il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que. Parce qu'on a le temps en top 14. Ils ont un manque exact. Eh oui, c'est toujours ça qui est compliqué. Ils ont un manque d'expérience. Alors, on leur a dit qu'ils avaient un peu de temps, mais c'est sûr que encore ils gagnent contre Perpignan, hein, parce qu'ils peuvent enchaîner 3 défaites là, plus 2 déplacements. S'il n'y a pas gagné contre Perpignan, ils auraient pu se mettre le feu déjà au bout de 3-4 matchs. Donc il faut leur laisser un petit peu de temps. Je pense qu'ils sont capables d'y arriver, et je pense que le groupe est capable de faire une saison correcte. Après, qu'est-ce qui est correct pour Montpellier cette année? Je pense que c'est encore le maintien. C'est encore le maintien, reprendre confiance. Et faut surtout pas qu'on leur mette la pression en disant il faut être européen l'année prochaine, quoi. On va voir tout ça. En tout cas, merci Michel d'avoir été avec nous. Michel Macurdi, ancienne 2e ligne de Montpellier. Et on le voit, le cœur est toujours montpelliérain. Salut Michel, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler, d'arbitrage avec Mathieu Rénal qui sera notre invité. Toujours avec UNUG, Philippe Songuero et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby au cœur de la mêlée, le magazine qui décrypte l'actualité du rugby. Yoann Huget, Philippe Songuero sont là, et Alexandre Priam, bien sûr, Quentin Cabanis et notre invité qui nous rejoint ce soir, c'est Mathieu Rénal, qui, bien sûr, est un arbitre et ancien arbitre, et surtout qui est aujourd'hui, comment on appelle d'ailleurs, Mathieu, parce que je sais que tu diriges la cellule d'arbitrage professionnel de la FFR, mais est-ce qu'on peut dire que tu es DTN adjoint? C'est quoi le titre? Alors, bonsoir déjà. Déjà on est 2, parce que je dirige pas tout seul, on est 2 avec Romain Poite, et on est manager des arbitres du secteur professionnel. Manager des arbitres, on va dire que c'est un nouveau poste qui a été créé pour essayer d'améliorer le niveau des arbitres français, enfin faire émerger des grands arbitres au niveau international. Ouais, enfin pas que ça, c'est toute la construction du projet de l'arbitrage au haut niveau en France. Donc voilà, bien évidemment, notre objectif, c'est de faire progresser
progresser les arbitres, c'est de nouer des relations fortes avec les clubs, avec le PCR, la World Rugby, et oui, de monter en compétence, de faire monter les arbitres en compétence. Mais bon, ça se fait pas en peu de temps. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et voilà, on monte pas une grande équipe de rugby en 2 mois. Et ben c'est pareil pour l'arbitrage, il faut du temps pour avoir de bons arbitres. Donc voilà, mais en tout cas, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et puis on verra dans l'avenir si on y arrive. Bon, on va bien sûr développer tous les sujets d'actualité. Juste, autour de la table, il y a Philippe Spanghero, je le disais, Yoann Huget, Mathieu Reynal. Il n'y a jamais eu de mots entre vous. Enfin, il n'y a jamais eu de petit échange comme ça, un peu de nervosité. Yoann, non, c'est toujours bien passé avec Mathieu? Toujours. J'ai toujours respecté le corps arbitral, même si je pouvais râler de temps en temps, mais voilà. Ouais. Mais on a toujours été respectueux. Tu râles, toi? De l'autorité. Voilà. Mathieu, il n'y a jamais eu de débordement de Yoann. Maintenant, il y a prescription. Il était loin. Yoann, il était loin. Il était à l'aile et tout ça. Donc, il est loin de, voilà. Donc, j'avais un rapport très proche avec les arbitres de touche, par contre. Ah ouais, oui, voilà. Il faudrait demander aux arbitres de touche. Mais non, j'ai jamais eu de problème particulier, ni avec Yoann, ni avec qui que ce soit, d'ailleurs. Ça va, on peut commencer donc cet échange en toute sérénité. Alexandre, je te laisse le soin de démarrer cette discussion. Non mais c'est intéressant donc la création de cette cellule d'arbitrage professionnel. Comment est née cette idée de Mathieu de faire ça avec Romain? Est-ce qu'il y avait urgence à agir le plus rapidement possible pour les intérêts de l'arbitrage français? Romain, on se connaît depuis très longtemps, parce qu'on a fait notre carrière ensemble, on a arbitré de grands matchs ensemble. Donc voilà, c'est plus la fédération et la ligue qui sont venus nous chercher. Et est-ce qu'il y avait urgence? Bien évidemment qu'il y avait urgence. On l'a vu à la Coupe du Monde, on le voit régulièrement. On a quand même un train de retard sur les clubs, sur d'autres pays. On doit se structurer, on doit plus travailler, on doit mieux travailler, on doit mettre plus de moyens. Il faut valoriser l'arbitrage. On a 3000 arbitres en France. Alors on devrait avoir un secteur professionnel fort. Or, on l'a pas. On l'aura peut-être dans quelques temps. On a des jeunes qui sont très intéressants. Mais c'est pareil, pour faire un bon arbitre ou un grand arbitre, c'est comme pour faire un bon pilier en mêlée. Voilà, il y a pas de pilier qui arrive à 18 ans et qui s'impose de suite au plus haut niveau. Ils ont besoin de temps, d'expérience, de pratique. Nous, c'est pareil. Nous, notre objectif, c'est vraiment de structurer l'arbitrage français, de mettre le maximum de ressources autour de nos arbitres et de co-construire donc le projet de l'arbitrage avec les clubs aussi, qui soient partie prenante aussi, parce que si c'est lisible pour eux, si c'est clair pour eux, c'est plus facile pour tout le monde. L'environnement de travail, il est beaucoup mieux. Donc c'est dans cette direction-là qu'on a commencé à le faire, et c'est dans cette direction qu'on va continuer de le faire. Voilà. Philippe Spanghero pour Mathieu Reynal. Ouais, salut Mathieu. Écoute, d'abord, bravo pour cette nouvelle aventure. Tu disais, le rugby français en avait besoin. Concrètement, l'ambition fixée en termes de pool d'arbitres professionnels, il y a des choses déjà précises par rapport au nombre, par rapport aux moyens dont vous avez besoin pour que les arbitres aient encore plus de temps consacré à la préparation physique, à la vidéo, parce qu'on sait que les arbitres pour la plupart sont pas complètement professionnels. Donc, est-ce que vous avez une idée précise de l'ambition? L'ambition, si tu veux, déjà, il y a un plan de haute performance qui a été mis en place par la fédération et par la LNR, donc qui nous donne déjà beaucoup de moyens. À l'heure actuelle, on a 30 arbitres sous contrat, alors pas tous au même niveau, c'est-à-dire que ça permet de dégager du temps aussi pour les arbitres de Pro D2. En termes de nombre d'arbitres, il faut avoir conscience aussi qu'on a 15 matchs chaque week-end à gérer, donc il te faut toujours un arbitre central plus un arbitre remplaçant. Plus après le corps des juges de touche, les arbitres vidéo qu'on gère aussi. Parfois, on a des périodes internationales
où nos meilleurs arbitres sont pris à l'international, donc on doit gérer. Donc le nombre, on n'a pas encore défini. Il faut qu'on exerce un peu sur une saison pour voir comment on peut réguler le nombre d'arbitres, mais on a besoin de monde parce qu'on doit couvrir tous les matchs. L'idée, c'est vraiment d'amener beaucoup de concurrence parce que déjà on a bâti des passerelles avec le secteur de National 1 où on a un groupe de 18 espoirs qui ont entre 21 et 26 ans et qui potentiellement seront les arbitres de division professionnelle de demain. Donc eux, on veut les intégrer assez rapidement pour amener de la concurrence, comme ça se fait partout dans le haut niveau. Et puis après, les meilleurs resteront au très haut niveau. Donc c'est comme ça qu'on souhaite le faire. En termes de moyens, on a déjà mis pas mal de choses en place. On a un prépa physique, on a un analyste pour les datas des GPS de nos arbitres, on a 2 analystes vidéo. Voilà, on a un logiciel qui nous permet d'analyser tous les matchs, c'est-à-dire que les 15 matchs sont analysés. Et après, en termes de performance, on a des critères bien établis, c'est-à-dire que ça va de la précision des décisions prises par les arbitres. Par exemple, ils sifflent 20 pénalités. S'il y a 2 erreurs, ça lui fait 90% de bonnes décisions. Le nombre de non-décisions aussi est important pour nous. Les fois où l'arbitre aurait dû siffler ou il l'a pas fait. Et après, ce qu'on appelle les high impact décisions, c'est-à-dire les décisions qui ont un impact sur le score. Donc tout ça, ça nous donne à peu près une tendance sur l'arbitre. Et c'est vrai qu'on leur donne des objectifs. Donc en termes de standards, de résultats. Par rapport à ça, voilà. Et après sur le contenu, on met en place des débriefings collectifs tous les mardis et individuels tous les lundis avec les équipes qui ont arbitré sur chaque match. Donc tout ça, c'est des choses qui n'avaient pas en place, qu'on a mis en place sur les 60 derniers jours. Et après, pour ce qui est relations internationales, on prend contact avec les pays pour mettre en place des échanges avec les États-Unis, avec l'Argentine, avec la Géorgie, avec l'Irlande. Pour donner de l'expérience à nos meilleurs jeunes, donc ils vont arbitrer dans ces championnats-là, et pour potentiellement recevoir les arbitres aussi des autres nations pour échanger, parce qu'on pense que si on échange beaucoup avec les autres, ça peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu un aperçu, non exhaustif de ce qu'on a mis en place sur les 60 derniers jours, mais on va travailler d'arrache-pied pour continuer dans ce sens-là, mais effectivement, on a beaucoup de travail au niveau de la structuration. Oui, mais c'est un travail, on imagine, de fond et qui prend beaucoup de temps et d'énergie, j'imagine, mais on se souvient qu'il y a encore quelques années, il y a eu combien? Je sais que Mathieu, toi, tu as fait la Coupe du Monde 2023. T'étais peut-être le seul. De mémoire, je suis en train de chercher au moment où je te dis ça. Mais... Il y avait Pierre qui était à la touche aussi. Ah oui, Pierre Brousset, tout à fait. Pierre Brousset. Et puis dernièrement, Jérémy Rosier qui a fait les Jeux Olympiques 2024. Mais en 2019, il y avait 5 arbitres au plus haut niveau pour la Coupe du Monde au Japon. Qu'est-ce qui a changé? Parce que et la finale, bien sûr, avec Jérôme Garcès qui a intégré le staff du 15 de France. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il y a eu une dégradation entre 2019 et 2023? Il y a eu des bons arbitres qui ont arrêté, ça c'est sûr. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu de bons arbitres qui ont arrêté. Après, dans le sport de haut niveau, en général, on a ce qu'on mérite. Donc, quand tu travailles pas assez, quand tu fais pas assez d'efforts, quand tu n'entretiens pas de relations fortes avec les instances qui dirigent le rugby mondial, quand tu montres pas tout ce que tu mets en place, pour faire monter en compétence tes mecs et que les autres nations le font, ils te passent devant. Les Anglais, ils sont arrivés avec 5 mecs à la Coupe du Monde, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé que nous, ils ont mieux structuré leur arbitrage pro. Et puis ils étaient plus forts que nous, tout simplement. Donc après, l'avantage du sport du haut niveau, c'est que jamais rien n'est figé. Donc ça veut dire que c'était la vérité de 2023, ça sera pas forcément celle de 2027. Même si j'ai cru comprendre qu'à World Rugby, ils avaient une autre politique maintenant. Ils voulaient un peu plus de représentativité au niveau mondial. Donc je pense qu'on verra plus 3 arbitres de la même nation ou 4 ou 5. Ça sera maximum 2 peut-être par nation, mais en tout cas, on veut arriver
à postuler pour 2027 et qu'on ait nos meilleurs arbitres qui postulent au plus haut niveau. Yoann Huget, peut-être pour Mathieu. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Non, ce que ça m'inspire, c'est que j'aimerais juste poser une question à Mathieu par rapport à leurs différences. Alors si c'est lié au top 14 et à la Coupe d'Europe et aux matchs internationaux, mais j'ai l'impression que dans vos arbitrages, c'est pas totalement linéaire par rapport entre le top 14, la Champions Cup ou les matchs internationaux. Est-ce que tu peux nous dire si c'est involontaire de votre part ou c'est des consignes que vous recevez? Parce que nous, en tant que joueurs, on sentait que vous arbitrez différemment sur certains matchs. Ben, là, ça c'est une question de travail après, parce que nous on s'aligne sur World Rugby, sauf pour un ou deux cas bien spécifiques qu'on a partagé avec les entraîneurs et où on va aller vraiment dans un sens où on va faire juste un poil plus que World Rugby. Pour tout le reste, on est aligné à World Rugby. Et c'est une question de travail. Sur les dernières années, on ne travaillait pas. Donc, en fait, nos 30 arbitres avaient pas forcément, si tu veux, des rappels. On s'entraînait pas assez à prendre des décisions cohérentes, à avoir un standard de décision, etc. Là, on fait des briefings individuels les équipes d'arbitres de chaque match le lundi et le mardi collectif. Donc, le message, tout le monde l'entend, si tu veux. Et le fait qu'il soit répété, ça amène beaucoup ça devrait amener de la consistance et de la cohérence au sein même de nos arbitres. Après, il faut pas oublier que en H-Cup et au niveau international, tu as les meilleurs arbitres européens, voire mondiaux. Donc, c'est une sélection des meilleurs arbitres de chaque pays. En France, on a 30 arbitres avec un niveau quand même assez hétérogène. On essaye de l'homogénéiser par du travail, tout simplement. Et c'est ça qui prend du temps. On peut pas arriver avec Romain, avec notre équipe, avec nos idées, et en 60 jours changer les choses. Il faut de la patience. Nos arbitres, ils feront des erreurs, ils apprendront de leurs erreurs. L'objectif est qu'ils les refassent pas 2 fois d'affilée. Mais on va essayer d'amener beaucoup de consistance et de cohérence dans l'arbitrage en France, dans notre groupe de 30. En tout cas, depuis le début de la saison de Top 14, on n'a pas vu de fautes, ou en tout cas de polémiques qui sont nées de l'arbitrage. Alexandre. Quand on regarde un petit peu, alors le mot est peut-être un peu fort, un peu la déliquescence de l'arbitrage français à l'échelle internationale entre 2009 et 2023, est-ce qu'il y a eu aussi de facto une perte d'influence sur les élaborations, les acceptations des nouvelles règles auprès de World Rugby? Est-ce que la France pèse moins à l'échelle World Rugby sur les nouvelles règles et sur l'élaboration de ces nouvelles règles? D'ailleurs, on a souvent parlé d'une sorte de sudisation des règles du rugby ces dernières années. Est-ce qu'on peut la comparer à la perte d'influence de la France? Disons que pour avoir été vraiment ces dernières années dans le groupe des arbitres internationaux, de voir comment ça se passait à World Rugby et tout, les Australiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais, les Irlandais et tout, ils sont beaucoup présents, ils travaillent beaucoup, ils échangent beaucoup avec les instances. Quand on prend l'association des anciens joueurs, donc voilà, il y a beaucoup il y a Conrad Smith, il y a Brian Abana, il y a Stevenson, il y a tout ça, il y a pas de Français dedans. Donc il faut absolument aussi jouer le jeu de ces commissions-là. Il faut y aller, il faut postuler. Je crois que ça sera fait très prochainement et c'est essentiel que la France se positionne dans ces institutions-là si elle veut déjà participer aux discussions, parce que eux, ils parlent, les Britanniques parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, voilà, et il faut qu'on soit présent, quoi, là-dedans. Donc, est-ce que ça a participé à la perte d'influence? Ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le mesurer. Ce que je sais, c'est que j'ai été invité parfois dans ces commissions pour donner un point de vue arbitrage et qu'il n'y avait pas ou peu de Français, quoi, voilà, et qu'il faut absolument qu'on soit présent et qu'on travaille. Voilà, c'est comme dans l'arbitrage, hein. Il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, et voilà, et il faut continuer de le faire pour le haut niveau, c'est ça. Voilà, il y a pas, même les gens qui ont du talent, s'il y a pas de travail derrière, ils arrivent pas.
Donc là aussi, il faut qu'il y ait un vrai travail de fond qui soit fait, quoi. Mathieu Raynal avec nous, patron manager des arbitres professionnels à la FFR. On va te libérer, bien évidemment, te remercier d'avoir été avec nous, te souhaiter une bonne saison, et c'est toujours un plaisir d'échanger au sujet des règles. Voilà, les matchs, tu les suis comment? Plutôt à la télé en écoutant Sud Radio ou plutôt dans les stades? Non, je vais dans les stades pour parfois voir les staffs, voilà, mais très peu, parce que je préfère voir les matchs à la télé. Pour analyser un arbitre, je crois qu'il vaut mieux le voir à la télé, le match, quoi. Bon. Voilà. Bon, ben vous avez dit qu'il n'y avait pas de polémique. Oui, il n'y a pas de polémique, mais des erreurs, il y en a. Tous les week-ends, on en fait, et il y en aura, il continuera d'en avoir, mais en tout cas, on travaille pour essayer au maximum de les gommer, quoi. Philippe Songuero, dernier mot avant de libérer Mathieu. Non, simplement, je voulais faire un petit coucou à Abdel Benazi, qui est toujours fidèle à l'écoute et qui acquiesce les propos de Mathieu Raynal, et c'est justement pour ça aussi qu'il se présente à World Rugby, pour essayer de renforcer le poids que le rugby français doit avoir, parce qu'il y a un trop gros décalage entre ce qu'on pèse économiquement et le pouvoir qu'on peut avoir dans toutes ces instances qui sont très importantes dans notre position dans le rugby mondial. Voilà. Ouais, n'oublions pas quand même que Joël Juge est le patron des arbitres à World Rugby, hein. Il est français, mais après c'est plus, si je suis bien ce que tu dis, Mathieu, c'est plus le travail au quotidien dans les commissions qui alimentent aussi les discussions, et que un seul homme, même s'il est patron des arbitres, peut pas tout faire. Ah oui, il faut y aller, il faut participer. Il y a des commissions qui sont importantes. Mais bon, c'est en train de changer. En tout cas, c'est la volonté de la fédération de participer à ces choses-là. La candidature d'Abdel, comme l'a justement dit Philippe, est un signe fort aussi. Voilà, le fait que John Jeffrey ne se présentera pas finalement, ça laisse une opportunité intéressante pour Abdelatif Benazi. Et voilà, si les Français se peuvent être présents au plus haut niveau dans ces institutions-là, ça peut être que bénéfique pour défendre des positions, pour amener une vision, et il faut le faire absolument, quoi. Voilà. Bon, mais c'est bien parti en tout cas, et on te remercie, Mathieu Raynal, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur le sujet toujours épineux de l'arbitrage. Dans un instant, on se retrouve bien sûr avec vous les auditeurs, et puis surtout avec Yoann Huget, Philippe Songuero. Il y a peut-être un qui je suis qui se prépare pour nous mener jusqu'à 19h30. Enfin. Oui, parce que Yoann Huget, on veut tester ta culture générale sur le rugby, parce que c'est les dernières fois c'était pas terrible. On a des doutes, hein, il faut se dire les choses. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre sur www.e.leclerc. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Le voilà donc, le qui je suis express avec Alexandre et Priam, un duel. et bien sûr un duel. Un duel dont le monde de rugby attend depuis toujours. C'est Philippe Songuero face à Yoann Huget. L'un contre l'autre, personne d'autre ne peut participer. Franchement, c'est beau jouer de la part de François de nous laisser, parce que il est dur à prendre quand même. C'est parti. Je suis né à Winnipeg. J'ai commencé ma carrière à Gleneckly, au Pays de Galles, avant d'aller ensuite à Grenoble, une saison au FCG, avant de signer à Clermont en 2005. J'y joue 9 ans, 11 ans même à Clermont, avant de terminer ma carrière à Oyonnax. Oui. Je l'ai pas. Je l'ai, moi. J'ai 43 sélections, j'ai été entraîneur à Oyonnax. C'est quand même chiant de faire des étrangers sur un coup, sérieux. Ah, c'est pas un coup, c'est le premier arrivé à deux. Ah, oui. Il est canadien. Il est deuxième ligne. C'est possible. 1m96. International. Yoann. Jamie Cudmore. Ah, non, attends, mais ce non, sera mais Yoann. Point pour Yoann Huget. Bah oui, c'est Jamie Cudmore.
Pas possible. Point pour Yohan Allez, Uget. 1-0, le premier à 2. Je comprends pas que tu triches tout le temps comme ça, Philippe. Je comprends pas. Je suis né à Strasbourg en 91. J'ai commencé ma carrière à Molsheim, puis j'ai été ensuite formé au Racing 92, où j'ai commencé chez les pros en 2011 jusqu'en 2016. Je suis ensuite parti à la section paloise. Je suis désormais un joueur de Vannes. J'étais sur le terrain aujourd'hui. Oui, Philippe. Yohan Uget, Fabrice Metz. Fabrice Metz. Oui, la balle de match. Allez, balle de match. Je suis né à Mont-de-Marsan en 92. J'ai été formé à Échirolles, Limoges et Perpignan. J'ai commencé chez les pros 2011-2014. Je suis ensuite allé à l'UBB 2014-2018. Yohan. Non, c'était François. Yohan. Ah, Yohan. Yohan, on t'écoute. Yohan. Nance du Coeur. Non, je suis ensuite allé du côté de Toulon en 2018-2021. Je suis désormais un joueur incontournable du loup rugby. J'ai été international et même ces derniers mois avec l'équipe de France. J'ai marqué aujourd'hui. Yohan Uget. J'ai marqué aujourd'hui. Yohan Uget. Le Aubert 2. Non. Perpignan, UBB, Toulon, Lyon. Je suis pilier, plutôt massif, cubique. Philippe. Théophile Fénois. Lequel? Ah ben là, putain. Ah mais lequel? Lequel? C'est facile. Si quelqu'un a le prénom, c'est maintenant. Ah, faut se dépêcher. Yohan. Tao. Merci, au revoir. Oh là là, c'est pas Romain, c'est pas Christopher, c'est pas Célévasio. Ça démarre pas. Sébastien. C'est Sébastien. Ah ouais, mais là vous avez perdu tout le monde. Tout le monde a perdu. Non, mais j'ai dit on fait un dernier. On refait un dernier. On est déjà à la bourre, monsieur. On a une minute. On refait un dernier. On va faire un dernier. Allez, vas-y, vraiment très grande express. On peut pas. Allez, ça va être rapide. Je suis né à Schœlcher en Martinique. J'ai commencé ma carrière chez les pros à Grenoble. J'ai fait Castres, l'Aviron Bayonnais et j'étais une figure emblématique du Loup. J'ai terminé ma carrière en 2020. Je suis depuis entraîneur au Loup Rugby. Très grand preneur de balles en touche. Troisième Inel. Philippe. Oui, Philippe. Julien. Ah putain. Non, c'est pas vrai, vous faites exprès. Le troisième. Julien, oui. Oui. Il va dire Julien Julien Pouricelli, mais c'est pas du tout ça. C'est Julien Pouricelli, victoire de Yohan Uget. Victoire de Yohan Uget. Incroyable. Magnifique. Voilà. Ah bah c'est le meilleur qui a gagné. Allez, je m'en vais sur ces belles paroles. Et on vous retrouve dans une heure pour le match UBB Racing. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Allez, et rendez-vous dans une heure.